Attaque au couteau dans une localité de Cisjordanie. 2 femmes blessées, dont une très grièvement. Les 2 terroristes palestiniens ont été abattus. L'Europe veut agir vite pour empêcher une nouvelle attaque terroriste d'envergure après celle de Paris. Un sommet s'est tenu aujourd'hui aux Pays-Bas. Il était également question de protection des frontières extérieures. Un virus dont la progression inquiète l'OMS. Le virus Zika s'étend sur tout le continent américain et cause de graves dommages chez les fœtus de femmes enceintes. On va donc revenir à présent sur cette attaque au couteau qui a touché tout à l'heure une localité de Cisjordanie en bordure d'une route importante qui relie Jérusalem à Tel Aviv. 2 femmes ont été blessées par 2 terroristes palestiniens. Attaque au couteau. Les 2 terroristes ont été abattus par un garde de sécurité. On vous a montré tout à l'heure ces images assez saisissantes, notamment des 2 terroristes qui tentaient de s'introduire dans un supermarché. On va rejoindre tout de suite à Jérusalem Daniel Haïk, qui est dans l'un des hôpitaux où les 2 blessés ont été transportés. Daniel, des nouvelles justement de ces 2 femmes poignardées ? Oui, alors pas de changement dans l'état de santé de la blessée la plus sérieusement atteinte, une jeune femme de 23 ans qui a été très grièvement blessée par plusieurs coups de couteau au ventre, à la poitrine et qui a été admise ici à l'hôpital Hadassah du Mont Scopus. Son état est considéré comme extrêmement grave. Les médecins font tout pour la sauver. Son pronostic vital, nous a dit tout à l'heure la directrice de l'hôpital, reste engagé. Il faut noter, Jean-Charles, que nous sommes dans un hôpital tout à fait particulier. Cet hôpital de Hadassah Mont Scopus est un hôpital qui est situé dans la partie est de Jérusalem, qui a une histoire particulière puisqu'il était sous contrôle israélien même entre 1948 et 1967. Et c'est un hôpital qui, de par sa position géographique, accueille une très importante population palestinienne, des habitants de Jérusalem-Est, mais aussi des habitants palestiniens des territoires, et également une très importante population juive israélienne. Il s'agit en particulier des habitants des quartiers juifs de la capitale et également de nombreux habitants des implantations de Judée et de Samarie. Et donc toutes ces 2 communautés se retrouvent ici pour être soignées sans distinction par un personnel médical qui est un personnel médical composé de médecins et d'infirmiers juifs et arabes qui soignent sans distinction. D'une certaine manière, cet hôpital est un symbole d'une volonté de coexistence pacifique, de se vivre ensemble qui a été durement ébranlé, il faut le dire, avoué aujourd'hui lors de cet attentat dans la localité de Beth Horon. Un mot justement sur ce qui s'est passé, Daniel. 2 terroristes, encore une fois dans une implantation. C'est un scénario qui se répète. Oui, effectivement, c'est un scénario qui se répète pour la 3e fois en 10 jours après l'attentat meurtrier à Otniel qui a coûté la vie à Daphna Meir et l'attentat à Tekoa de la semaine dernière. C'est la 3e fois, il semble, quelque part, que le message véhiculé au cours des derniers jours et même des dernières semaines par le Hamas, qui était un message de durcissement de cette intifada des couteaux, soit en train d'être assimilé par certains Palestiniens qui agissent, qui sont suscités par les réseaux sociaux et qui agissent même sans être planifiés, mais qui ciblent délibérément des habitants des localités juives de Judée et Samarie, y compris des localités qui sont protégées, qui sont sécurisées, qui ont une barrière de sécurité, comme cela s'est produit aujourd'hui dans la localité de Beth Horon, y compris des Palestiniens qui rentrent avec non seulement des couteaux, mais également des bombes artisanales qu'ils auraient pu actionner si, effectivement, dans le cas précis, un agent de sécurité ne s'était pas précipité et ne les avait abattus. Merci Daniel Haïk en direct donc de cet hôpital de Jérusalem. On va écouter justement le diagnostic dressé par le médecin-chef de cet hôpital à l'arrivée tout à l'heure de la blessée la plus grave. La blessée a été transférée ici, c'est une jeune femme. Elle se trouvait alors en phase de réanimation, sans pression artérielle. Elle souffre de plusieurs coups de couteau et nous avons poursuivi ici des soins intensifs. Ces actions ont permis de stabiliser de manière très partielle son état de santé et on se bat toujours pour essayer de la maintenir en vie.
Alors on parle de terrorisme ce soir, on parlera du sommet qui s'est tenu dans un instant à Amsterdam, mais on va parler de ce terrorisme qui se poursuit également en Israël et en Cisjordanie. On est avec Raphaël Jérusalemi, bonsoir. Vous êtes ancien officier dans le renseignement militaire. Elie Carmon, expert en contre-terrorisme à l'université IDC, est également en ligne avec nous. Bonsoir Elie Carmon. Première question pour vous Elie Carmon. Oui. Ce type d'attaque qui se poursuit avec des femmes qui sont ciblées, des implantations de plus en plus. Est-ce qu'on peut encore dresser un fil conducteur à tout ce qui se passe ou est-ce que ça reste toujours aussi imprévisible? Oui, je crois qu'il y a deux facteurs. Un, c'est le fait que l'Internet est devenu l'outil principal pour la jeunesse qui est en majorité le perpétrateur de ces attentats. Et ensuite, l'incitation qui était aussi de l'autorité palestinienne, mais du Hamas. Peut-être dernièrement, on voit un changement chez l'autorité palestinienne du fait que le président Abbas a peur que le Hamas prendra le contrôle de la Cisjordanie. Raphaël Jérusalemi, qu'est-ce que vous inspire justement ces attaques qui continuent avec évidemment toujours bien comme l'a dit Elie Carmon, les perpétrateurs sont les mêmes, c'est-à-dire des jeunes influençables, souvent un problème. Par contre, ce qui devient très clair maintenant, c'est une sorte de tentative de récupération politique par le Hamas. Le Hamas semble revendiquer à l'avance ou après coup ces attentats alors qu'il n'a vraiment rien préparé. Mais il y a effectivement, comme l'a dit aussi Elie Carmon, la puissance de l'Internet. On parle de cibles molles et de ce qu'on appelle des recrues locales. Et c'est exactement la même chose dont nous allons parler tout à l'heure en Europe. La même chose, cible civile, cible molle, recrue locale et donc difficulté énorme pour les services de sécurité de se préparer, de les repérer à l'avance, de les détecter. Et on l'a vu, on était étonnés, on a dit ce village israélien était sécurisé, il y avait une barrière et malgré cela, ils ont réussi à pénétrer. Eh bien parce que justement on parle de coexistence, de pacifisme entre nous et les Arabes, et on ne peut tout de même pas se méfier de chaque Arabe. Il faut continuer, malgré le danger, malgré les risques, à accorder confiance à nos concitoyens musulmans et aux Palestiniens en général, qui sont non violents, et ne pas... c'est le but en fait de ces attentats, de nous diviser, de nous agiter, d'exciter la haine entre nous. Nous devons refuser cela malgré tout, même si des fois on prend un risque et on laisse passer un terroriste. Alors, vous restez avec nous l'un et l'autre. On va parler de justement les mesures que l'Europe veut prendre pour se prémunir de nouvelles attaques, car c'était aujourd'hui l'une des préoccupations majeures de ce sommet antiterroriste de l'Union européenne qui s'est tenu aux Pays-Bas, la crainte d'une nouvelle attaque du type de celle de Paris. Joseph Emmanuel. L'Europe, cible prioritaire de l'État islamique, c'est ce que révèle un rapport d'Europol. Réunis à Amsterdam, les ministres européens se préparent donc à de nouvelles attaques. Londres, d'après la dernière vidéo de Daesh, pourrait être visé. Le ministre français de l'Intérieur appelle ses homologues à se mobiliser. Si il n'y a pas de volonté suffisante, ni de réalisme suffisant, pour faire en sorte que rapidement ces dispositions soient prises, il est évident qu'un certain nombre de pays, dont la France et l'Allemagne, en tireront les conclusions quant aux initiatives à prendre au sein de l'Union européenne. La lutte antiterroriste semble donc l'une des priorités de cette réunion européenne. Nous publions un rapport sur la façon dont l'autoproclamé État islamique a développé une nouvelle capacité de combat pour mener des attentats à échelle mondiale, avec un ciblage particulier de l'Europe. Terrorisme et effondrement de l'espace Schengen sont les deux menaces qui inquiètent les chancelleries européennes. Également à l'ordre du jour, les frontières européennes. Je crois qu'il est clair qu'il est impossible de gérer la protection des frontières extérieures de l'Union européenne, c'est-à-dire la frontière gréco-turque. Si l'on ne fait rien, la frontière extérieure de Schengen se déplacera vers l'Europe centrale. Sauver Schengen, telle est désormais la préoccupation de nombreux pays européens, alors que certains ont déjà renforcé le contrôle de leurs frontières, à l'image de l'Autriche, de l'Allemagne ou encore du Danemark. Plus d'1 million de réfugiés et de migrants ont bravé les mers en 2015. 4000 sont morts noyés. Ils tentaient de rejoindre les côtes européennes. Alors, c'est aux frontières donc que semble se jouer cette lutte contre le terrorisme. Elie Carmon, vous êtes d'accord, c'est là-dessus que l'Europe doit porter son effort aujourd'hui, la protection de ses frontières extérieures ?
Non, ce n'est pas le seul problème. Je crois qu'après les attentats de Paris, tant la France comme la Belgique, mais toute l'Europe ont compris qu'ils ne sont pas préparés pour cette vague de terrorisme et pour les problèmes que cela pose à l'Europe. Et il y a 3 sujets importants ici qui se sont discutés hier, aujourd'hui et demain. C'est d'abord la coopération dans la lutte contre le terrorisme. Cela implique l'échange d'informations sensibles, de sources sensibles et la coordination opérationnelle. Ensuite, le problème juridique, parce qu'il n'y a pas un standard égal dans les pays de l'Europe, donc il faut standardiser les moyens juridiques. Et ensuite, il y a le problème de la contrebande d'armes. Par exemple, on a vu qu'il y avait beaucoup d'armes lourdes qui sont arrivées en France, surtout de la Belgique. Et même, on sait qu'un de Kalachnikov est arrivé des États-Unis, de la Floride, par la mafia albanaise. Donc, ces 3 aspects sont très importants pour la lutte contre le terrorisme. La migration, c'est aussi un problème politique, mais aussi un problème de sécurité. Et dans ce cas, c'est la question de changer les règles de jeu de Schengen, par exemple, ne pas inclure la Grèce dans cet accord. Et aussi, on a vu, par exemple, que plusieurs des terroristes qui ont été actifs à Paris ont pénétré avec des passeports syriens falsifiés. Cela inclut probablement 2 Irakiens, pas seulement des Français. Alors, Raphaël Jérusalemi, est-ce que vous pensez qu'on peut de nouveau répéter ce scénario du 13 novembre? Est-ce que, par exemple, Londres, qui est cité dans la dernière vidéo de Daesh, peut s'attendre à ce même type d'attaque? On peut mener ça depuis la Syrie? Ils peuvent préparer de nouvelles attaques de cette envergure? En tous les cas, c'est l'estimation experte de Europol, effectivement, et du nouveau service de contre-terrorisme d'Europol. Eux affirment, d'après leurs analyses, qu'effectivement, Daesh est en mesure de monter une opération à distance au sein d'une capitale européenne. Londres et Paris sont les plus menacés apparemment. Elle se prépare en effet. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est le lien qui est fait avec les migrants. Alors c'est vrai que parmi les migrants peuvent se glisser des terroristes. C'est vrai que ce flot de population qui bouge facilite les mouvements d'éléments néfastes. Mais je vois là un jeu politique très cynique. Je reconnais bien l'Autriche, rappelons-nous quand même du passé de l'Europe, dans cette critique de la Grèce. Je trouve que c'est extrêmement dangereux. Et je trouve aussi que, sur le plan pratique, on parle de nouveaux centres contre-terrorisme d'Europol. On parle de 40 personnes, c'est tout, pour l'instant. C'est certainement pas suffisant, c'est aussi trop peu et trop tard, et c'est surtout, une fois de plus, l'Europe à double jeu. Parce qu'on oublie la véritable source du problème, qui est de trapper encore plus fort en Irak, en Syrie et aujourd'hui en Libye, parce que maintenant la Libye commence à se réveiller, de continuer à tout de même être assez sympathique avec le Qatar, l'Iran, tous ceux qui financent le terrorisme international. On vient de parler du Hamas, et bien voilà, l'Europe, ce sont eux qui ont financé les manuels scolaires, qui ont excité la jeunesse palestinienne et qui ont créé une génération de shahidim, de martyrs, et qui continuent à adopter cette politique à l'égard de Hamas ou de Gaza. Donc faisons très très attention. L'Europe commence à se réveiller, ça leur a coûté tout de même assez cher, toutes ces victimes innocentes. Mais elle ne voit pas encore, à mon avis, l'image totale, globale. Elle tape ici et là en Irak et en Syrie, et d'un autre côté, elle ne tape pas ailleurs. Et ça, c'est quand même la source. Alors, voilà, j'espère que durant les discussions qu'ils auront à Amsterdam, ils vont aussi avoir peut-être ce revirement. Je pense que le flot de migrants va les obliger peut-être aussi à reconsidérer leur position politique par rapport à notre région, au Proche-Orient, à voir les choses d'une autre manière. Élie Carmon, quand on jette un coup d'œil par exemple à cette dernière vidéo qu'a diffusée l'État islamique, où on voit évidemment les kamikazes du 13 novembre qui s'exprimaient avant de passer à l'acte, comment vous voyez cette vidéo? C'est une vidéo de propagande évidemment, mais c'est quoi? C'est le signe que l'État islamique va frapper à nouveau? Il faut y voir de nouvelles menaces qui peuvent être mises à exécution, par exemple en visant Londres?
Oui, c'est clair que la menace existe et ils tentent de faire ce qu'ils peuvent pour préparer d'autres attentats. Mais je suis, moi, je suis convaincu que le plus la pression militaire sur Daesh en Irak et en Syrie sera plus grande. Il n'y aura plus de tentatives de terrorisme à l'étranger parce que justement, c'est une réaction pour tenter de dissuader l'Europe et les autres pays de l'OTAN d'intervenir contre le Daesh, mais aussi du fait que des milliers de combattants étrangers n'auront pas le choix et devront retourner chez eux. Et donc, le fait qu'ils seront battus, le Daesh, sur le terrain, même s'ils seront battus à la fin, et il y aura, disons, la libération de ce territoire du Daesh, je crois que le terrorisme ne sera pas arrêté par cela. Alors, je voudrais votre avis sur cette initiative. On va regarder ce reportage tout de suite et vous nous donnerez votre avis juste derrière. Car la France a mis en place depuis aujourd'hui ce que l'on appelle des unités spéciales pour détenus radicalisés dans les prisons françaises. C'est la première fois qu'on va donc les regrouper dans des quartiers afin d'éviter qu'ils aient un contact avec les autres détenus de droit commun. Léa Berdugo. Lutter contre le prosélytisme islamiste, faire renoncer les détenus à des projets d'action violente, ce sont les buts des unités de déradicalisation en prison, avec un mode de fonctionnement par étapes. Premièrement, l'évaluation des détenus, une phase de diagnostic d'une durée d'1 mois. Tout est passé au peigne fin, degré de radicalité, d'imprégnation religieuse ou encore de risque de passage à l'acte. Les détenus considérés comme le plus à risque poursuivent leur détention en cellule d'isolement, ce qui présente une démarche de prise de conscience et que l'on considère sans risque de prosélytisme vont en détention ordinaire. En revanche, pour ceux qui ont besoin d'une prise en charge spécifique, direction les unités dédiées. Deuxième étape, un suivi intensif pendant 3 à 6 mois. Les détenus sont accueillis dans un quartier à l'intérieur de la prison. Ils sont en cellule individuelle. Une obligation, 6 heures de cours par semaine en partenariat avec l'Éducation nationale. Par ailleurs, un suivi renforcé des détenus est assuré par des éducateurs, psychologues et employés de l'administration pénitentiaire. Une première expérience de ce type est menée depuis 10 mois à Osny et Fleury-Mérogis. Un programme s'adresse à des volontaires. Avec ces unités dédiées, pas question de volontariat. Le programme est obligatoire. Aucune remise de peine n'est envisagée en échange de la participation des détenus. Alors, votre avis là-dessus, Raphaël Jérusalemi, c'est une bonne initiative ou pas pour vous ? Excellente initiative. C'est certain que c'est le problème. Ce recrutement de radicalisation dans les prisons est beaucoup plus facile. Si les détenus sont enfermés toute la journée, il est très facile de leur faire la propagande. À cela, j'ajouterais qu'effectivement, tout passe par l'éducation, tout passe par les messages. Et donc, je pense qu'il y a aussi une responsabilité de la communauté musulmane de France et dans les autres pays d'Europe, aussi de faire passer les messages dans les mosquées à travers l'éducation religieuse, les vrais bons messages pour éviter cette radicalisation de la jeunesse qui est vraiment regrettable, mais d'un autre côté extrêmement aisée à obtenir. C'est très facile d'influencer les jeunes, c'est très dur de contrebalancer la puissance des réseaux sociaux, mais il faut faire l'effort, il faut avoir des éducateurs, il faut avoir des films, il faut avoir des sites internet pour contrebalancer cette plaie. Élie Carmon, un dernier mot là-dessus. Vous trouvez que c'est une bonne chose de séparer justement ces détenus radicalisés ? Bien sûr, ce problème des prisons, de la radicalisation de la prison est connu par pratiquement tous les pays, mais on ne fait pas toujours ce qu'il faut. Un des problèmes, par exemple, dans les pays occidentaux, c'est aussi la conversion de citoyens locaux à l'islam et ensuite leur radicalisation. Le deuxième problème, c'est le contact entre les criminels et ceux qui sont des terroristes ou des prisonniers, disons, politiques et qui aussi peuvent radicaliser les criminels. Et ensuite, il y a des projets de déradicalisation même dans les pays comme l'Arabie saoudite, par exemple, mais le succès n'est pas assuré. On pense qu'en général, c'est 30-40% seulement de ceux qui finissent ce stage de déradicalisation sont vraiment déradicalisés. On a vu que ceux qui ont été libérés de Guantanamo, par exemple, plusieurs de ceux qui étaient considérés comme modérés, et on a fait pression pour les libérer, ils sont devenus ensuite des chefs de file en Algérie ou au Yémen, des djihadistes locaux.
Merci Élie Carmon, expert en contre-terrorisme. Merci à vous Raphaël Jérusalemi, ancien officier dans le renseignement militaire de Tsahal. L'Organisation mondiale de la santé s'inquiète de la progression du nouveau virus appelé Zika. Il est venu d'Amérique du Sud, véhiculé par les moustiques. Et ce virus cause des dommages très graves chez les femmes enceintes. Joseph Emmanuel. Il s'appelle Aedes aegypti ou Zika et il est responsable d'une psychose dans presque tout le continent américain. Un continent dans lequel il se propage à une vitesse anormale. C'est une piqûre de moustique qui le provoque, extrêmement dangereux chez la femme enceinte. Même s'il y avait eu quelques observations au niveau de la Polynésie française, il se trouve que le niveau de proportion qu'on a vu au Brésil est assez inhabituel, ce qui donne l'opportunité d'essayer de comprendre cette nouvelle présentation clinique. Le Brésil fait partie des pays les plus touchés. Des campagnes de sensibilisation sont organisées dans les quartiers les plus pauvres, les fameux favelas. Les conditions sanitaires sont essentielles pour diminuer le nombre de moustiques. Nous essayons de trouver à qui appartient ce baril abandonné, mais personne ne sait vraiment. Les agents sanitaires vont traiter avec un produit pour éliminer les risques, car c'est plein de larves de moustiques ici. On se déguise en moustique pour expliquer aux enfants, mais ce sont les femmes enceintes qui risquent le plus en cas de piqûre. Les scientifiques soupçonnent le virus de provoquer chez le fœtus des microcéphalies. L'enfant naît avec une boîte crânienne bien plus petite que la moyenne. Les États-Unis et d'autres pays ont lancé des avertissements aux femmes enceintes voyageant dans la région. Certains pays, comme la Colombie ou l'Équateur, poussent encore plus loin leurs recommandations. Ils déconseillent tout simplement aux femmes de tomber enceintes. Une idée qui pourrait être prochainement reprise par le Brésil. Le pays s'apprête à accueillir les Jeux Olympiques d'été. Et en l'absence de traitement curatif, sa ligne officielle est pour l'heure très simple. Éviter à tout prix tout contact avec les moustiques. Voilà, et ce soir, la Guyane française affirme également être passée en phase épidémique à cause de ce virus Zika. On est en ligne avec Hervé Bercovier, qui est professeur de microbiologie à l'Université hébraïque de Jérusalem. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on est toujours étonné de découvrir comme ça un nouveau virus qui tout d'un coup est une épidémie. Ça fait longtemps qu'on le connaît ou est-ce qu'il vient tout juste d'apparaître ? Eh bien, écoutez, c'est un virus qu'on connaît depuis 1947. Il a été isolé en Afrique en 1947, retrouvé chez l'homme en 1952 en Afrique, et puis on n'en a pas entendu parler jusqu'au jour où on a commencé à voir que certains cas de dengue ne sont pas vraiment des cas de dengue. Et donc on s'est mis à chercher le virus et il a développé des épidémies vraisemblablement liées à l'expansion de moustiques, et surtout du moustique tigré, et donc développe ces épidémies en Polynésie dans les années 2013, en Micronésie et maintenant dans les Antilles et en Amérique du Sud, sauf pour l'instant sont épargnés pour l'instant l'Argentine et le Chili. Comment est-ce qu'il se propage justement aussi vite ? C'est parce qu'aujourd'hui on est dans un monde qui bouge beaucoup plus ? On est surtout dans un monde qui vend des pneus réutilisés de seconde main. Et le moustique qui a ce virus est exporté comme ça par les pneus de seconde main qui sont recyclés, qui vont d'un pays à un autre, par les avions qui ne sont pas désinsectisés. Et donc le virus, par le moustique, pique la première personne de son nouvel habitat. Et ensuite, la présence de ces moustiques dans l'environnement font que la transmission se fait d'homme à moustique. La transmission à l'homme se fait par des moustiques uniquement. Merci beaucoup pour ces précisions, Hervé Bercovier. Je rappelle que vous êtes professeur de microbiologie à l'Université hébraïque de Jérusalem. Il n'y a pas eu de célébration aujourd'hui en Égypte à l'occasion du 5e anniversaire de la révolution de la place Tahrir. Il y a 5 ans, c'est Moubarak qui chutait dans le cadre de ce printemps arabe. Maël Benoliel. 25 janvier 2011, journée de la colère au Caire. Les Égyptiens sont presque 2 millions dans la rue. La place Tahrir, symbole d'une révolution en marche, est occupée jour et nuit par les contestataires. Leurs revendications sont simples, démocratie et justice sociale. Un mouvement que la police et l'armée tentent de réprimer dans le sang, mais il est déjà trop tard.
Le 13 février 2011, après 18 jours de manifestations qui feront 800 morts, le président Hosni Moubarak démissionne après 31 ans de règne sans partage. L'armée annonce dans la foulée la dissolution du Parlement, la suspension de la Constitution et affirme qu'elle assurera l'intérim jusqu'à l'organisation d'élections le 19 mars 2011. Mais ce n'est qu'en juin 2012 que les premières élections libres de l'histoire ont lieu. Et c'est le candidat des Frères musulmans, une confrérie salafiste, Mohamed Morsi, qui est élu président avec près de 52% des voix. Le premier président élu de la République égyptienne s'empare de tous les pouvoirs, exécutifs, législatifs et judiciaires. Un an après son arrivée à la présidence, le 30 juin 2013, des millions d'Égyptiens manifestent pour sa démission. Ils l'accusent de déstabiliser le pays. L'armée lui adresse un ultimatum. Le 3 juillet de la même année, le général Abdel Fattah al-Sisi, chef de l'état-major égyptien, annonce la destitution de Mohamed Morsi. Ce dernier est placé en détention provisoire alors qu'une dure répression est menée contre les frères musulmans. Plus de 1600 islamistes sont tués. Le 28 mai 2014, al-Sisi, devenu maréchal, remporte l'élection présidentielle avec 96% des suffrages. Il devient le 6e président de la République d'Égypte. La répression s'abat aussi sur l'opposition. L'Égypte de 2016 est loin de ses rêves de démocratie et de liberté qui avaient poussé le peuple à faire son printemps arabe il y a 5 ans, place Tahrir. On va se quitter avec d'autres images de tennis. On a vu tout à l'heure Gaël Monfils, voyez son prochain adversaire en quart de finale, le Canadien Raonic, qui a créé la surprise aujourd'hui en éliminant le Suisse Wawrinka, vainqueur de Roland-Garros la saison dernière, qui était pourtant favori. Ça s'est joué au 5e set et c'est donc Raonic qui l'emporte 6-3 dans le 5e. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Reportage et Sarah Gaudron. Bonne soirée.